L'année 2020 se conclut dans un contexte dramatique d'épidémie et d'enfermement, de récession et de crise sociale à venir, de terrorisme et de fanatisme. Alors que tout démontre un temps de guerre, nos dirigeants politiques ont désarmé, appauvri, abandonné et culpabilisé les Français. L'histoire retiendra que c'est le candidat d'En Marche qui a mis la France à l'arrêt et que le pensée printemps a débouché sur le endurer l'hiver et son grand froid économique. La classe politique a failli dans son ensemble, jetant la souveraineté et l'identité de notre pays aux oubliettes, incapable d'assurer nos avenirs. Elle ne sait plus que brider, brimer, censurer les libertés et contrôler les Français jusqu'à l'absurde. Un simple passant est réprimé pour un rien, tandis qu'un clandestin peut traverser allègrement des milliers de kilomètres pour tuer des Français, des catholiques, dans une basilique. Pour retrouver nos libertés, frappons plus fort et commençons par déboulonner ceux qui ont détruit sciemment, consciencieusement, méthodiquement notre nation et mettons constamment en avant ceux qui défendent l'esprit français et la civilisation européenne. C'est vital pour notre pays et c'est ce que fait, avec un succès croissant, TV Liberté depuis bientôt 7 ans. C'est votre don qui va permettre de poursuivre et d'amplifier cette mission. Pour nos libertés, frappons plus fort. La presse alternative n'est pas seulement un noble projet, c'est une réalité d'aujourd'hui. En 2020, ce sont des millions de Français qui, chaque mois, se fient à TV Liberté pour s'informer. Ce succès est un véritable doigt d'honneur à cette presse à plat ventre qui, dans l'entre-soi, la consanguinité, nous ment pour mieux nous abrutir. Et là encore, nous contrôler. Ils ont l'argent de l'État, le vôtre, celui des annonceurs, des oligarques, des groupes de pression. Nous vous avons, vous. Alors, par votre don, maintenant, contribuez à l'existence et au dynamisme de votre télévision. Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en 1 an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, bonsoir. Nous nous retrouvons donc, bonjour pour ceux qui nous prendront le matin ou dans la journée. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission synthèse, une émission synthèse préenregistrée, je dois le préciser, compte tenu de la situation actuelle, que évidemment j'animerai avec mon collègue et ami, confrère et ami plutôt, Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland, bonjour Thomas Joly. Bonjour. Tout va bien. Et nous avons comme invité aujourd'hui Thomas Joly, qui est le président du Parti de la France. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc c'est une émission à Paris politique évidemment, et qui sera, vous allez nous parler un petit peu de ce qu'est aujourd'hui le Parti de la France, les projets que vous avez et votre position aussi par rapport à la situation actuelle. Voilà. Donc il y a une question, toi, je voudrais vous poser tout de suite, parce que souvent on me la pose, les gens, que devient ou comment va Karl Lang ? Karl Lang, que nous avons reçu à plusieurs reprises dans cette émission, toujours avec beaucoup de plaisir. Et Karl Lang, qui était votre prédécesseur à la tête du Parti de la France. Le créateur du Parti de la France, le fondateur. vous étiez aussi dès le début, je crois, et qui a 10 ans durant dirigé
ce parti et qui, à bout de 10 ans, a décidé de vous laisser la place. Alors comment va-t-il? Il va bien? Déjà, il va très bien. Karl Lang va très bien. Voilà, il a fait le choix, lors de notre dernier congrès, il y a à peu près un an, de passer la main en fait à une équipe plus jeune. Donc j'ai pris mes responsabilités. J'ai été le seul candidat d'ailleurs à sa succession et ça s'est fait de manière tout à fait amicale démocratique, amicale, conviviale. Voilà, c'est une transmission dans la continuité. Qui n'est pas le centralisme démocratique de mauvais souvenirs. Voilà, non, de toute façon, il n'y avait pas de problème politique, c'est juste que Karl Lang souhaitait passer la main après des décennies de combats politiques, mais évidemment, il s'intéresse toujours de près à l'actualité politique et il nous arrive de nous croiser chez des amis, comme chez Jean-Marie Le Pen, par exemple, lors de son anniversaire. Donc voilà, mais Karl Lang va très bien, il est en pleine forme. Eh bien, nous le saluons amicalement. Voilà. Alors, donc, il y a un an, comme vous l'indiquiez, vous êtes devenu le président du Parti de la France. Alors, on pourrait peut-être faire un petit historique quand même du Parti de la France. Le Parti de la France existe depuis 10 ans maintenant, depuis 2009, je crois. Il s'est présenté à de nombreuses élections. Il a même eu parfois des résultats tout à fait honorables, d'ailleurs, quelquefois. Et, bon, avec la difficulté, évidemment, qui est celle d'un parti jeune et malheureusement qui a peu de moyens, mais enfin au moins qui a surtout de la volonté, c'est ce qui est important. Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire du Parti de la France en quelques mots, parce que ça, je pense que ça intéressera les téléspectateurs de TV Liberté. Bien, le Parti de la France se présente comme souvent, que je dis pour aller vite, je dis comme le Front National canal historique. En fait, la plupart des fondateurs, enfin en tout cas les fondateurs, les plus anciens membres du Parti de la France sont issus du Front National et dans lequel nous ne le reconnaissions plus. À l'époque, nous avions constaté que depuis déjà quelques années, donc je parle au milieu des années 2000, comment le Front National n'avait plus ce rôle de droite nationale de conviction qui manquait dans la vie politique française et nous ne souhaitions pas aller vers une dédiabolisation obsessionnelle et dans le renoncement à ce pour quoi nous nous sommes engagés en politique. Donc Karl Lang, pas tout seul, avec des amis, avec une quarantaine de conseillers régionaux, dont moi-même, a décidé de créer le Parti de la France, qui est en fait le Front National non renié. Je rappelle que lors de la création, toujours, d'ailleurs peut-être aujourd'hui pour certains d'entre eux en tout cas, il y a eu beaucoup de responsables historiques, je pense évidemment aux plus illustres d'entre eux, Roger Hollande, qui a été président d'honneur du PDF pendant jusqu'à son décès, au mois de février dernier. Je pense à Martine Le Hideux, bien sûr, je pense à Jean-Pierre Revaux, et que ceux que je ne sais pas... Christian Bécrout, évidemment. Myriam. Fernand Le Rachinel. Fernand Le Rachinel et un certain nombre d'autres. Donc ils me pardonneront de ne pas tous les citer, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais qui ont été des vieux compagnons de route de Jean-Marie Le Pen, et qui, on ne va pas rentrer dans des polémiques inutiles, mais enfin, pour parler clairement, qui ne se retrouvaient pas dans la ligne proposée et imposée par Marine Le Pen au moment de son arrivée à la tête du Front National. Mais, je le répète, cette émission, comme son nom l'indique, est une émission de synthèse, donc on ne va pas se polariser sur le cas de Marine Le Pen, bien entendu, ici. Mais je crois que votre parti a une singularité, comme vous le dites, c'est d'assurer aujourd'hui le rôle d'une droite nationale non reniée, je crois que c'est le terme que vous aviez employé, et une droite nationale de conviction, ça personne n'en doutera, et qui peut-être un jour jouera un rôle dans la vie de ce pays, qu'il mériterait en tout cas. Tout du moins, nous l'espérons. Voilà. Malheureusement, les événements nous donnent raison, que ce soit au niveau de la droite nationale, puisque toutes les prévisions que nous avions faites sur les dérives qu'avait enclenché la nouvelle direction du Front National sont arrivées, jusqu'au changement de nom et au parricide, puisque Jean-Marie Le Pen était exclu de son propre parti. Et ensuite, hélas, on aurait préféré se tromper, mais les événements nationaux, les événements européens, les événements mondiaux qui nous ont donné raison et qui indiquent qu'il ne faut, dans une telle situation, une situation aussi tragique, il faut proposer des solutions relativement radicales et non pas essayer de s'adapter au déclin, de s'adapter à la décadence, puisque nous sommes en phase, on va dire, de colonisation migratoire, pour reprendre un des sujets essentiels du Parti de la France, et que nous ne pouvons pas nous contenter de dire qu'il faudrait faire entrer un peu moins d'immigrés, à l'heure où aujourd'hui
la colonisation migratoire est un danger mortel pour la survie de notre propre peuple. Donc voilà, nous sommes un parti politique qui prône la remigration massive des populations extra-européennes inassimilées. Par exemple, ça fait partie des choses qui ne sont plus proposées par personne sur la scène politique, et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle nous ne sommes pas invités dans les médias généralistes. Alors, puisque, justement, vous n'êtes pas invité, mais en fait, c'est le problème de tous les partis sur l'échiquier politique assez vaste. Quand on n'est pas un parti reconnu électoralement, automatiquement, les médias ne s'intéressent pas à vous, quoi que vous disiez, quoi que vous proposiez. Alors, c'est là le problème. Parce Monsieur que Philippot, qui fait par exemple 0,65% aux élections européennes, est toujours régulièrement invité. Oui, mais il n'est invité que lui, et personne ne connaît le nom de son parti, et c'est lui qui, effectivement, mais il était déjà omniprésent dans les médias avant, lorsqu'il était le bras droit de Marine Le Pen. Je crois que c'est très facile pour un système d'avoir un cercle d'invités concentrique, on va dire, avec des gens qui ne remettent pas en cause justement ce système. Je crois que c'est très facile aussi de la part du système de faire émerger des nouvelles têtes. Donc je crois qu'ils ont la main là-dessus. Donc après, on ne va pas non plus entrer de force dans les plateaux télé. Avant d'être connus, les gens connus étaient inconnus. Voilà, exactement. Mais je crois que c'est notre discours qui ne passe pas forcément les personnalités. Pour résumer un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est cette phrase admirable de Jean-Marie Le Pen qui a dit « C'est pas au moment où le diable devient sympathique qu'il faut se mettre à dédiaboliser ». Bon, voilà, parce que les événements donnent finalement raison au diable. Bien sûr. Et quels sont vos rapports avec les autres partis de la droite nationale ou des mouvements ou des personnalités? Je pense à Robert Ménard, à Nicolas Dupont-Aignan, à Jean-Frédéric Poisson. Est-ce que vous avez des rapports avec eux ou pas du tout? Alors écoutez, je ne parle pas de cette fameuse union de la droite, cette arlésienne de la politique. Le Parti de la France, je n'ai pas. Je sais que voilà, des contacts avaient pris avec Nicolas Dupont-Aignan n'ont pas abouti. Je rentrerai pas dans les détails. Donc je ne crois pas que, en particulier, je pense à Nicolas Dupont-Aignan, n'ait pas l'intention, on va dire, de franchir le pas d'une union, on va dire, de la droite nationale. Je pense que c'est quelqu'un qui est encore dans le système, qui ne tient pas à franchir certaines lignes, et malheureusement, c'est justement en franchissant ces lignes que l'on pourrait créer une dynamique, je pense, nationale, et donc je ne pense pas qu'on puisse compter sur monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Ménard, on n'a pas eu de contact, on va dire personnel, mais des membres du Parti de la France ont eu contact avec lui qui étaient très cordiaux, et ensuite, vous m'avez cité Jean-Frédéric Poisson, bon pareil, voilà, on a citer Jacques Bompard, des amis communs, mais ensuite, au-delà des sympathies personnelles qu'on peut avoir avec les gens, je pense qu'il faut une véritable dynamique, qu'elle soit populaire, électorale, financière, politique. La plupart des gens que je viens de vous citer déplorent qu'il n'y ait pas cette union de la droite dont ils reparlent tout le temps et qui ne se fait évidemment jamais. Vous, est-ce que vous êtes partisan de cette union de la droite? Je crois qu'il faut aller sur le plus petit dénominateur commun. Et à partir du moment où on ne remet pas en cause l'invasion migratoire dont la France est victime, la colonisation migratoire islamique... Tous les gens qu'on vient de citer, ils la remettent en cause. Oui, peu ou prou, mais ils la remettent en cause. Encore faudrait-il se détacher voilà, de ces fameux dogmes républicains, cet universalisme républicain qui ne veut pas remettre en cause voilà, cette invasion migratoire qui a été entreprise depuis des décennies et qui doit forcément aboutir, pour qu'on puisse régler les problèmes, la totalité quasiment des problèmes français et européens, doit être totalement remise en cause. Donc moi je suis tout à fait prêt à m'allier avec toute personne de bonne volonté qui a pour objectif de rendre la France aux Français et l'Europe aux Européens. Voilà, pour moi, c'est la base commune de toute union, on va dire, de la droite ou même au-delà. Mais je pense, d'ailleurs, on voit bien qu'avec certains attentats, même la gauche commence à remettre en question son idéologie immigrationniste. On ne met pas en cause l'immigration, on met en cause l'islam radical. C'est justement une grande différence dans l'esprit des gens. Ce sont les méchants islamistes barbus qui font ça. Ils ne voient pas le rapport avec l'immigration. Je vous entends parler, à juste titre, on a franchi un cap. Avant, on ne parlait pas, même la presse ne parlait pas d'islamisme. Là, maintenant, on parle, l'ennemi, c'est l'islamisme. Donc, petit à petit, malheureusement... Le Parti de la France avait fait... il y a quelques années, avait sorti une affiche et un tract, si je me souviens bien, qui était tout à fait... qui disait bien les choses.
Vous avez adoré l'immigration, vous avez aimé l'immigration, voilà, vous adorez l'islamisation. Bon, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a de moins en moins qui adorent ni l'un ni l'autre. Oui, mais justement, surtout à cause de l'attentat récent à Conflans, on braque l'objectif sur l'islamisme, on ne le braque pas sur l'immigration. Tous les immigrés ne sont pas forcément des islamistes, même s'ils sont nombreux. Mais tous les islamistes sont des immigrés ou issus de l'immigration. Donc je crois qu'à un moment, il faut bien savoir trancher. Et je crois que même malgré l'hypocrisie de certains politiques, de certains militants voilà, qui vont être interrogés, de certains syndicalistes, ils font tout à fait le rapport, puisque voilà, il est évident qu'on ne peut pas dissocier politique migratoire d'islamisation de notre pays. Et je pense que s'en prendre uniquement à l'islamisation est une erreur. Imaginer qu'il puisse y avoir un islam républicain des Lumières est une aberration. Je pense qu'il faut aller véritablement à la cause du problème, c'est-à-dire la colonisation migratoire et islamique par conséquence de notre pays. Et le Parti de la France a un discours très clair à ce sujet. C'est ce que dit Éric Zemmour régulièrement sur Ah bon, j'ai aucun problème à trouver des points communs avec Éric Zemmour. Voilà, c'est pas parce que Éric Zemmour le dit c'est pas vrai. Non, Éric Zemmour. Nous en sommes fort aises qu'ils le disent, et bien d'autres d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure vous répondiez à la question de Philippe Randa, et dites-le moi si je me trompe, mais je crois que le premier objectif, peut-être qui est aussi celui du Parti de la France, c'est peut-être aussi de reconquérir le marché intérieur avant d'aller chercher des alliances avec Jean-Frédéric Poisson ou Nicolas Dupont-Aignan, ou qui sais-je encore. Je crois que d'abord, vous avez un marché intérieur à reconquérir dans la mesure où aujourd'hui, une grande partie de ce qui constitue le mouvement national est un petit peu en déshérence, il faut bien le reconnaître. Nous recevions il y a quelques semaines, ici même, Lorraine Saint-Afrique, qui est le secrétaire général de l'Institut Jean-Marie Le Pen, qui vient de se créer, et nous en parlions. Justement, c'est ce constat que nous faisons qu'une bonne partie du mouvement national, aujourd'hui, au moment où les événements nous donnent raison, au moment où on entend dire sur des tas de chaînes de télévision et qu'on entend dire partout autour de nous, ah bah ouais, finalement, peut-être que Le Pen avait raison. Bon, c'est toujours temps de s'en rendre compte à un moment ou à un autre, mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi votre objectif de reconquérir ce marché de, pardonnez-moi dans tous les termes qui n'est pas très élégant, mais enfin, qui en l'occurrence, voilà, c'est celui-là, de reconquérir un petit peu toute cette masse de gens qui ont été militants, ou qui le sont toujours, mais qui ne se retrouvent plus forcément dans les structures grand public actuelles. Bien sûr, nous avons pour objectif déjà de nous présenter aux élections quand nous pouvons. Oui. Parce que le problème n'est pas, on va dire, humain, c'est pas par manque de candidats. Aux élections sénatoriales, d'ailleurs, je crois que vous avez présenté quelques listes. Oui, effectivement, bon, c'est très symbolique, puisque voilà, le collège électoral, ce sont des élus. On ne va pas dire que ce soit spécialement des gens qui se retrouvent dans la droite nationale de conviction, mais voilà, ça nous permet de nous faire connaître auprès des élus locaux. Permet de faire voir aussi au niveau de la presse locale. Donc on essaie de se présenter là où on peut. Nous, on est en position, on va dire, de guérilla électorale, étant donné que nous ne pouvons pas aller forcément sur des élections qui coûtent très cher, en particulier si on ne fait pas le pourcentage nécessaire pour pouvoir être remboursé. Mais nous ne faisons pas partie de ces structures, ces organismes, de ces mouvements qui regardent les élections avec dédain, en disant que c'est déjà de l'implication, enfin voilà, de la complicité avec le système ou quoi que ce soit. Non, nous nous adressons aux Français, nous nous adressons pas à un cercle d'initiés, on s'adresse à un microcosme, on s'adresse aux Français en priorité, aux Français, comme vous le disiez, peut-être orphelins d'une véritable droite nationale. Donc, Thomas Joly, cette année 2020 n'est pas une année comme les autres, c'est clair. Cette crise du Covid... La Covid, vous avez raison, Roland. Le virus a changé de sexe. Oui, il a changé de sexe. Il a muté, lui aussi. Il y a une influence, il y a une influence LGBTQ, là, sûrement, sur le virus. La position du PDF et votre position à vous, vous en pensez quoi de cette crise ?
Écoutez, est-ce que vous êtes alarmiste ou plutôt... Oui, je suis alarmiste avec les conséquences de la gestion catastrophique de cette crise, tant par les dirigeants français qu'européens, voire mondiaux. Je pense qu'on assiste à un échec cuisant de la bureaucratie des États, de gens de dirigeants qui n'ont pas voulu prendre leurs responsabilités en ouvrant le parapluie, en prenant des mesures, on va dire, dans la précipitation, dans l'impréparation totale pour aboutir à une catastrophe économique mondiale et humaine, je pense. Je crois qu'en fait, ce n'est pas une vraie pandémie. Ce n'est pas une vraie épidémie, puisqu'une épidémie ou une pandémie se mesure au nombre de morts. Et là, actuellement, alors encore faut-il connaître le nombre de morts. Je pense qu'on ne pourra le voir que peut-être qu'avec un peu plus de recul. Sur les chiffres que l'on a, et je connais bien ces chiffres depuis le début, ils évoluent, mais ils évoluent à la baisse par rapport aux gens contaminés, aux gens qui ont développé la maladie. Il y a moins de 3% de morts au niveau mondial. Alors, je précise juste une chose, pardonnez-moi de vous interrompre, mes amis, mais je précise juste une chose. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Oui, mais... À moins, évidemment, sous réserve que brusquement il y ait une flambée de morts dans les début novembre, ce mois de novembre, l'épidémie mondiale fait moins de 3% de morts, c'est-à-dire moins qu'une épidémie de grippe. La Covid n'est pas une grippe, certes, mais c'est une épidémie qui fait moins de morts qu'une épidémie de grippe normale. Alors, vous en pensez quoi ? Vous pensez que déjà, je suis d'accord avec vous. Donc là, c'est totalement alarmiste puisqu'on n'a jamais arrêté la vie d'État tout entier pour une épidémie de grippe saisonnière. Et d'autre part, concernant le nombre de morts du Covid-19, je ne sais pas si les gens sont morts. On ne sait pas si les gens sont morts du Covid ou avec le Covid. Et souvent, ce sont des gens, d'un certain âge, même si tout le monde a le droit, ce sont les chiffres. A le droit de mourir dans son lit, pas forcément atteint du Covid, mais on retrouve en fait les mêmes personnes vulnérables que pour beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres virus, beaucoup d'autres pathologies, et je crois qu'on essaie d'angoisser les Français à un point qui est digne des manipulations des masses quand on regarde les chaînes d'information. Dans quel but pour vous pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont paniqué? Parce qu'ils ont un but derrière tout ça? Je crois que le système y a trouvé son intérêt. Je crois que le système y a trouvé son intérêt. On a essayé de terroriser les gens, d'avoir un discours apocalyptique pour les laisser dans la peur et leur imposer un nouveau mode de vie, avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique, les climato-tarés qui ont essayé de manipuler la population. Ça n'a pas totalement fonctionné. Et donc là, ils s'aperçoivent qu'avec un virus qui finalement ne tue pas grand monde, ne touche pas grand monde, ne rend pas malade beaucoup de gens, ils arrivent à terroriser la population et je crois que ça va permettre également de relancer certaines choses, certains programmes du nouvel ordre mondial de manière beaucoup plus rapide et pratique vis-à-vis des peuples qui sont prêts malheureusement pour beaucoup à accepter beaucoup de mesures contraignantes. Le fait que cette crise soit mondiale aussi, pourquoi pas comme conséquence d'accentuer la volonté des dirigeants de la plupart des pays du monde, je dis bien de la plupart, et heureusement il y a quelques-uns qui sont en état de résistance par rapport à ça, mais d'imposer un jour ou l'autre une gouvernance mondiale pour expliquer que justement face à ces problèmes qui aujourd'hui sont soi-disant des problèmes à l'échelle planétaire, eh bien il faut un gouvernement planétaire. Bien sûr, ça a été évoqué. Ça a été évoqué par le prince Charles. Je ne sais pas pourquoi il a été interrogé là-dessus, mais lui il avait parlé d'un gouvernement militaire mondial pour venir... Mais ça fait partie aussi des choses en disant, regardez, c'est tous ensemble, maintenant les États s'est dépassé, et ce sont des structures supranationales. Les États s'est dépassé, mais la première chose qui a été faite au moment où l'épidémie brusquement s'est imposée à tout le monde, c'était de fermer les frontières, chose impossible et immorale qui a été réalisée en 48 heures.
par sûr. tous les pays sans aucune concertation. Mais comment vous expliquez oui, la fermeture des frontières, le qu'il silence aurait fallu, de hein. de toutes les personnalités politiques, de tous les partis politiques, vous allez peut-être me dire à l'exception du PDF, mais face à ce qui se passe, à cette folie du coronavirus? Parce qu'ils ont tous, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, tous, ils sont unanimes en disant c'est terrible, le gouvernement n'en fait pas assez quand les gens se disent dans l'opposition. Mais en fait, ils ont tous le même langage. C'est terrible. Ils en auraient fait peut-être encore plus dans le confinement, encore plus dans les masques. Ils sont toute la classe politique. D'ailleurs, si vous adhérez au Front National, vous aurez un masque gratuit. Oui, paraît-il. Enfin, Bien c'est sûr, plus le Front parce que- National, Roland, je vous le rappelle, c'est le Rassemblement oui, national. Parce que ce sont en fait des petits rentiers de la politique. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont prêts à... Alors qu'il y aurait quand même un boulevard pour la personnalité politique de dénoncer cet État où là, chaque jour, on a la preuve que les libertés se restreignent, que les mesures sont incohérentes. Oui, mais quand on a pour unique objectif la dédiabolisation, donc, évidemment, on n'a pas envie de se ranger du côté où là, on va être diabolisé, puisqu'il suffirait qu'une personnalité politique qui est invitée sur les plateaux télé ait le même discours que le Parti de la France. Regardez le professeur Raoult. Oui, voilà. Oui, Alors, il n'y a qu'à voir le professeur Raoult. Donc, Lui je qui ne pense fait que- pas de politique et qui tient bien à dire que les Bien décisions sûr, et politiques je ne pense sont que pas des décisions les petits scientifiques. rentiers de la politique que vous avez cités n'ont pas voulu prendre de risque, que ce soit auprès de leurs possibilités, leurs entrées dans les médias, et également au niveau de l'électorat. Voilà, comme le disait Roland Helly tout à l'heure, ils ont des parts de marché, donc voilà, la part de marché Mais des enfin, boomers, attendez. ils ne voulaient pas la perdre, donc ils étaient plutôt dans N'y une voyez optique. évidemment aucun mépris, mais l'audience des partis de la France, de Debout la France, de Dupont-Aignan ou d'autres, ce n'est pas l'audience que pourrait avoir un Mélenchon, une Le Pen ou un autre un leader des Républicains s'ils finissent par en trouver un, pour brusquement relever le flambeau de ceux qui disent non, on arrête ces stupidités, on arrête Bien la sûr, mais folie du coronavirus, c'est pas nouveau que ces les gens-là chiffres manquent de sont là, courage. et n'ont qu'à prendre ce que disent les docteurs Raoult, Toussaint. À tort ou à raison, c'est un autre débat, mais ils auraient là automatiquement une partie de l'opinion un peu française importante derrière eux, et personne ne le fait. Parce que ce sont des lâches. Tout simplement, parce que je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre eux ne croient pas une seule seconde que c'est une pandémie équivalente à la grippe espagnole ou à la peste noire. On le voit bien de toute manière, même dans notre vie de tous les jours, peu de personnes ont des gens qui étaient au départ jeunes et en bonne santé et qui sont morts du coronavirus. Ça n'existe quasiment pas, par quelques cas très marginaux. Même s'ils sont minoritaires dans mes relations, je vais intervenir, un certain nombre disent quand même « Ah oui, mais c'est important, les hôpitaux commencent à être submergés de malades. » Quand on leur montre les chiffres réels de ceux qui sont en réanimation, à cause du matraquage c'est rien du médiatique. tout. C'est le matraquage c'est-à-dire que médiatique. même des gens intelligents, capables de critiquer habituellement les décisions du gouvernement, Bien de ne sûr. pas être pris pour des dupes, sont là terrorisés. Même des gens qui sont lucides habituellement ne le sont plus. Ce phénomène de sidération, comment vous l'expliquez? Comment le gouvernement a réussi, un gouvernement dont les mensonges se sont multipliés tout au long de la crise, tout au long de l'année 2020. Le Ils ont fait gouvernement tout a et mis le le contraire de tout. paquet et la presse aussi a mis le paquet. Je vous mets au défi d'écouter France Info ou BFM sur une journée, mais voilà, on ne parle plus que de Covid. Mais voilà, avec l'accumulation de chiffres, Depuis 6 mois. Oui, voilà, et en plus de déclarations péremptoires avec personne en face, puisque maintenant les personnes qui pouvaient dire, bon, on voit sur quelques chaînes, mais c'est assez rare d'avoir des scientifiques qui contredisent en fait les chiffres ou les prévisions apocalyptiques, ou voire même remettre les chiffres dans leur contexte. Mais bon, je pense que n'importe quel Français, s'il prenait un petit peu de recul, et quand on vous dit, mais attendez, le nombre de patients du Covid a doublé en réanimation à l'hôpital de Brest et qu'on est passé de 1 à 2, effectivement, on est passé une 100% d'augmentation. Et voilà, les journalistes d'État, on va dire, ne prennent aucun recul et évidemment assènent des chiffres de ce goût-là, et comment ne jamais ne remettre en cause en disant oui, effectivement, on est passé de 1 à 2 dans un hôpital, ce qui est dérisoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison, c'est cette politique du gouvernement de sidérer les gens, de paniquer les gens,
pour masquer l'état des hôpitaux français, incapables d'avoir un afflux de malades du Covid, un afflux que tous les autres pays peuvent gérer beaucoup plus facilement. Le gouvernement avait annoncé il y a quelques mois des sommes faramineuses qui devaient servir à être mis dans les hôpitaux français pour créer des lits et tout ça. Pas des lits, chercher des médecins en réanimation respiratoire. Les lits, on en trouve partout, chez Ikea ou chez Conforama. Tout à fait. Non, mais ce que je voulais dire, c'est le fond du problème vient peut-être de bien plus loin. Il me semble avoir lu récemment un article dans une revue que je ne citerai pas, d'un dénommé Philippe Randa. Oui, sur Santé nationale, effectivement. Très bonne lecture. Qui parlait effectivement, du fameux numerus clausus sur le nombre réduit de médecins, et aussi à partir de... mais ça remonte à Robert Boulin, donc je ne vais pas vous refaire l'article que j'ai fait pour le prochain numéro de Synthèse nationale, effectivement. Mais ça a démarré avec Robert Boulin, et il y a eu Simone Veil qui a embrayé avec ses responsabilités ministérielles dessus pour réduire l'argent dans les hôpitaux en disant il faut que les hôpitaux coûtent de moins en moins cher. Donc la responsabilité, effectivement, c'est pas Emmanuel Macron ni même Agnès Buzyn ou Olivier Véran qui sont directement responsables de l'état actuel des hôpitaux. Ça remonte à Robert Boulin et à Simone Veil. Et le problème, c'est que cette année, face à ce qui s'est passé en début d'année, où est passé l'argent ? Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Est-ce que vous savez ce qui a pu être fait pour les hôpitaux ? Je ne crois pas que c'était à coups de millions, même de centaines de millions, qu'en 6 mois, on allait réparer l'hôpital français. Il y a deux possibilités, deux choses concernant le système hospitalier français. C'est que le système hospitalier français doit bénéficier aux Français. D'abord, je dirais même exclusivement. Et d'avoir voulu soigner toute la misère du monde depuis des décennies a aussi évidemment réduit la capacité d'accueillir en période, on va dire, de crise sanitaire, entre guillemets, puisque ce qu'on a dit avant, moi je ne crois pas que nous soyons dans une crise sanitaire, nous sommes dans une crise du système hospitalier. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec des services qui sont régulièrement en tension, en particulier dans les zones à forte population immigrée, qui profitent énormément du système de soins français, et bien évidemment ça pose des problèmes et on a du mal à accueillir quelques dizaines de personnes de plus en réa. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, comme quoi le système hospitalier français, le système de soins français a été broyé depuis des décennies et, conséquence aggravante, on l'a ouvert à toute la misère du monde. Donc je crois... Et on a voulu en faire aussi un espace de rentabilité. Est-ce qu'un hôpital doit être rentable ? On a cumulé tout ce qui... En gros, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire avec, cerise sur le gâteau, le numerus clausus qui aurait dû être débloqué depuis des années, puisque si on débloque ne serait-ce qu'aujourd'hui, comment ? Il faudra des années pour... ça va être 10 à 12 ans pour réparer ça. Et certes, on peut faire appel à des médecins étrangers, mais je crois que ça pose aussi un gros problème et de compétences et de barrière de la langue, car ça a dû arriver à chaque Français... Et d'autres pays ont besoin aussi de leurs médecins. Oui, bien sûr, mais ça a dû arriver à chaque Français d'aller à l'hôpital et de tomber sur un médecin qui ne parlait quasiment pas un mot de français, où il était très difficile... Ça m'est arrivé quand j'ai été habité en Mayenne, où j'avais besoin de voir un ophtalmologue. On m'a indiqué qu'il y avait 6 mois d'attente, ou alors un nouveau qui venait juste de s'installer, qui était grec. Très bien. Je ne doute pas que ce docteur, ce dentiste, soit un formidable dentiste, sauf que lorsqu'il m'a expliqué mon cas, il ne parlait pas français. C'était un peu embêtant, quoi. Surtout embêtant s'il ne vous a pas compris lorsque vous désignez la dent. Oui, après... non, je parlais d'un ophtalmologue. Un ophtalmo, d'accord. Il peut y avoir des cas, on va dire, pas très graves, mais voilà, si vous allez voir un oncologue qui ne parle pas votre langue, c'est votre vie que vous mettez entre les mains d'un médecin qui peut-être a les compétences, mais à qui on n'a même pas obligé à passer un test. Tout cela autour du pot, c'est toujours le même problème. C'est le problème de l'abandon de la puissance de notre pays, c'est le problème de l'immigration, c'est toujours la même chose. Et ça, tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis 50 ans, et voire plus, en sont les responsables. Donc...
Ils ont géré le déclin. On va dire géré qu'à le aucun déclin. moment ils n'ont essayé d'entreprendre des mesures radicales et efficaces de redressement national, ils ont tout ça empiré, par au contraire. lâcheté, parce que en fait on a affaire à des gestionnaires du déclin qui, voilà, des gens comme François Hollande ne se représentent même pas, sachant qu'ils vont se prendre une veste. Donc voilà, ils sont juste, voilà, ils font une pige, quoi. On va dire, ils font une pige, et puis on n'a pas du tout l'impression que ces gens-là se destinent, se mettent au service des Français. Il faut une pige. En cette année 2020, il y a évidemment la crise du coronavirus, mais il y a aussi le problème plus que jamais redoutable de l'islamisme en France, avec la décapitation du professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. Votre opinion, votre réaction. Votre opinion, je pense que... Je ne vais pas vous demander si vous condamnez. Moi, ça m'énerve toujours quand on condamne un crime. Forcément, un crime est condamnable. Oui, je crois que, bon, là, c'est un peu le point d'orgue, mais je crois que le danger de l'immigration, de peuplement, de la colonisation islamique également. Donc là, évidemment, ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on s'en est pris à un hussard de la République, à quelqu'un qui, en plus, était Charlie, et présentait les caricatures de Mahomet à ses élèves. Donc voilà, là, c'est le bug, l'erreur 404 de la gauche laïcarde. Et là, on s'aperçoit un petit peu, voilà, ça se fragilise un peu, puisque bon, on a d'un côté l'islamo-gauchisme, et puis de l'autre, en fait, cette gauche laïcarde qui se réveille en sursaut, brusquement, en se disant, finalement, on pourrait être les premières victimes de ce qu'on a défendu depuis quand même un certain nombre d'années, ou de ce qu'on n'osait pas dénoncer depuis un certain nombre d'années. Moi, je pense que toute prise de conscience est bonne. Le problème, encore, faut-il après faire le bon diagnostic. Et c'est certain qu'en ne remettant pas en cause voilà, tout ce qui a été entrepris pour détruire l'identité nationale française, il est évident qu'on n'arrivera à rien. C'est pas avec plus de laïcité, plus de caricatures, plus d'imams formés, oui, voilà, de valeurs républicaines ou d'imams formés par la République, mais tout ça c'est dérisoire par rapport à la volonté de conquête de ces populations arrogantes, hostiles et préparées à cette conquête. C'est-à-dire que il est clair que moi, je pense, la majorité des immigrés afro-musulmans en France sont dans une optique de conquête et de remplacement. Ouais. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'entamer une guerre, on va dire, ouverte, puisque de toute façon, par la force des ventres de leurs femmes, ils vont parvenir, malheureusement, et grâce à la complicité de nos gouvernants qui ouvrent grand les frontières et qui refusent d'entreprendre une grande politique nataliste et qui favorisent la culture de mort, on est dans un processus qui va aboutir à ce que les Gaulois soient minoritaires dans leur propre pays d'ici quelques décennies. Donc voilà le grand danger auquel les Français vont devoir répondre. C'est pas un peu incompatible avec l'écroulement de l'économie, avec les mesures du coronavirus? Parce que s'il n'y a plus d'économie, s'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus toutes les facilités des services sociaux en France, est-ce que les immigrés auront autant d'intérêt à venir pour ne plus rien avoir à se partager? Écoutez, pour maintenir la paix civile... C'est pas, on peut comprendre que des pauvres aillent dans un pays riche pour se servir ou pour bénéficier des richesses. À leur place, on en ferait peut-être autant. Mais s'il n'y a plus de richesse, quid? Mais je pense qu'ils seront servis prioritairement, connaissant les risques, on va dire, de guerre civile si on leur coupait les vivres. Donc ce sera plus facile de couper les vivres aux retraités ruraux français plutôt qu'aux Fatma à 12 enfants de Seine-Saint-Denis. Donc je pense qu'il y aura des choix qui seront faits et on peut faire confiance à nos gouvernants pour faire le choix de l'étranger plutôt que le choix des Français. Alors je précise à ce niveau-là que, bien évidemment, ce langage tout à fait clairvoyant que vous tenez, nous ne mettons pas tous les immigrés dans le même sac. Bien sûr, il y a des gens qui sont venus sincèrement pour travailler. Bon, voilà. Donc les choses soient claires de ce côté-là, qu'on n'aime pas nous dire après... on s'en est jamais pris aux immigrés en tant que tels, on s'en est pris toujours à l'immigration. Au système qui a engendré l'immigration et qui fait qu'aujourd'hui, des milliers de gens, qui sont d'ailleurs, des millions de gens, qui sont d'ailleurs pour la plupart d'entre eux des victimes, elles aussi, comme le sont... Moi, c'est pour ça que je reviendrai sur le terme conquête. Pas sûr que c'est une conquête. Victimes du système migratoire. C'est la première chose qu'il faut dire, le système mondialiste, pour aller plus loin. Voilà.
Donc, oui, je reviens sur le mot Philippe. conquête. Certains peut-être viennent en conquête, notamment les islamistes, ça c'est clair et net. Je pense pas que ce soit forcément la majorité de l'immigration et des immigrés. Ils viennent ici parce qu'ils croient qu'ils vont avoir un mode de vie avec des avantages qu'ils n'ont pas dans leur pays. Alors, et qu'ils obtiennent. Et qu'ils obtiennent, au moins dans un premier temps, mais ils n'obtiennent pas forcément à long terme, parce qu'à long terme, plus ils vont s'assimiler, si tant est qu'il y en ait qui s'assimilent, plus ils vont se retrouver avec les mêmes problèmes que les Français de souche. Donc, je crois que là, il y a une chose, je ne pense pas qu'ils arrivent tous avec cette volonté de violence et de conquête, sauf les islamistes. Ça, on est bien entendu. En revanche, ils vont poser un problème économique, et on s'en aperçoit maintenant, à créer ces zones de non-droit, ces bidonvilles, ces économies parallèles, parce que, en fait, c'est un leurre pour eux de venir dans nos sociétés en pensant qu'ils vont du jour au lendemain devenir nos égaux économiquement. Vous les trouvez plus agressifs que moi, je ne peux les trouver agressifs. Je pense qu'une partie d'entre eux sont des victimes aussi. J'ai beaucoup de mal, moi je connais beaucoup plus de victimes, on va dire françaises dans leur propre pays, plutôt que d'immigrés victimes. Oui, mais voilà, aujourd'hui, sur la quantité... L'immigré victime de la CAF, l'immigré victime de la préférence étrangère, l'immigré victime du racisme qui n'existe pas, puisque bon, le seul racisme vécu, c'est celui par les Gaulois, par les petits blancs, dans des zones qu'ils ont dû déserter à cause de la présence de ces immigrés. Je ne pense pas que c'était juste 2-3 islamistes excités qui ont fait partir l'ensemble des classes populaires françaises des cités, des centaines de cités françaises aujourd'hui colonisées. Donc il y a une attitude, je pense, générale des immigrés afro-musulmans qui ne sont pas, on va dire, parce que voilà, maintenant, il y a des zones entières en France qui sont contrôlées par les islamo-mafieux. Et tout le monde en croque. Tout le monde en croque, ceux qui sont restés, les immigrés. Alors je ne dis pas que tous sont des trafiquants de drogue islamistes, là n'est pas la question, mais ils se sont organisés. Le séparatisme, en fait, existe déjà, le fameux séparatisme. Et voilà, au Parti de la France, nous, on est pour le séparatisme définitif, en les renvoyant dans leur propre pays. Et je pense que... plutôt que de parler de séparatisme, on ferait mieux de parler plutôt d'irrédentisme, puisqu'ils veulent justement rattacher la France, ou les pays européens, au monde arabe, enfin au monde musulman en tout cas. C'est pas du séparatisme. Et en plus, de toute manière, ça ne fonctionne pas. Ouais. Pourquoi on en parle encore d'intégration ou d'assimilation d'immigrés extra-européens sur 4 générations, alors que la France a pu assimiler en l'espace quelquefois d'une seule des populations européennes. Donc je crois que le problème ne doit pas être de savoir si l'immigré est manipulé, est une victime également. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on le résout en renvoyant chez lui le problème. Oui, je crois qu'il faut faire... Et c'est pour ça en politique, on est obligé de faire des généralités. Alors, et je crois qu'on doit faire une différence entre immigrés européens et extra-européens. Certains sont de fait maintenant, depuis les années 70, depuis 2, voire 3 ou 4 générations nés en France. C'est ce qu'on va vous répondre. Oui, bien sûr. Écoutez, quand ils sont venus, ils ne connaissaient pas le pays. Et ceux qui repartiront, ils feront connaissance avec leur pays d'origine. C'est pas absolument dramatique non plus. Et de toute façon, à partir du moment qu'une population s'implante sur un territoire, parfois les gens vous rendez compte, il y a une mosquée qui se construit dans telle ville et tout ça. Et dans telle ville, il y a 30 ans, il y avait 2% de musulmans et aujourd'hui, il y en a 63%. Il ne faut pas s'étonner que ces 63% de gens aient envie d'avoir une mosquée. Le problème, c'est pas qu'ils aient envie d'avoir une mosquée. Le problème, c'est qu'ils soient 63%. C'est ça le fond du problème. D'un autre côté, on parlait d'assimilation tout à l'heure, ou d'intégration, je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, on nous rabâche les oreilles à la télévision de ces mots-là. Mais on ne s'assimile qu'à quelque chose qui existe. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Ceux qui veulent absolument l'assimilation, veulent l'assimilation à quelque chose qui n'existe plus. Qui d'ailleurs, dont ils portent la responsabilité du fait que ça n'existe plus. Alors là aussi, le problème, on peut toujours inventer des mots aussi stupides que séparatisme. En fait, d'ailleurs, on ne parle plus d'assimilation d'intégration, on parle aujourd'hui de vivre ensemble. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils doivent vivre à leur manière dans un pays où ils sont logiquement arrivés pour s'assimiler. On ne parle plus d'assimiler. Là, il y a une évolution aussi de vivre en paix ensemble, c'est-à-dire qu'on essayer de ne pas nous égorger, s'il vous plaît, quoi. En gros, non, mais on en est arrivé là, et c'est comme le disait Roland Elie, il y a un problème de masse. C'est-à-dire qu'il y aurait une possibilité peut-être d'intégration avec des populations qui seraient de culture et de religion différentes, mais
mais avec un nombre tout à fait marginal, 2% comme ça, voilà, comme ça pouvait l'être au début du XXe siècle. Et puis, une émigration, quelle qu'elle soit, n'a une chance de s'assimiler ou de s'intégrer que s'il y a un besoin de main-d'œuvre, un besoin de connaissances. S'il n'y a plus de besoin de travail, d'offres, il n'y a pas besoin de demande. Il y a des pays qui ne prennent pas de gants, parce que bon, voilà, il y a des pays du Moyen-Orient ou des pays d'Afrique qui n'ont plus besoin des travailleurs étrangers. Vous parliez tout à l'heure des gens qui sont là depuis 2 ou 3 ou 4 générations, tout à fait. Mais justement, c'est là aussi le problème. Souvent, ceux qui étaient de la première génération, d'ailleurs on entend souvent de la deuxième génération, on entend souvent des gens issus de l'immigration qui nous disent « Ah bon, on ne comprend plus les jeunes d'aujourd'hui. Oui, » Parce que eux s'assimilaient davantage. Bah oui, ils s'assimilaient parce que, comme le disait très justement Thomas Joly, l'assimilation, elle peut se faire que quelque chose, je disais d'ailleurs tout à l'heure, qui existe. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces enfants de la 4e ou 3e génération, ils ont une soif d'identité. Or, cette identité, ils ne vont pas la trouver dans la France dans laquelle ils ne se sont pas assimilés, ou alors ça va être dans des valeurs tout à fait artificielles, du style ce qu'on voit à la télévision, ou toutes les âneries qu'on peut entendre ici et là. Bon, ils ne vont pas s'assimiler à ça, ils vont s'assimiler à quelque chose qui existe à leurs yeux. Or, aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, qu'est-ce qui existe à leurs yeux ? C'est le réveil de l'islam, c'est tout. Et ils cherchent à s'assimiler, justement, ils cherchent à imposer leur civilisation sur notre territoire. Et c'est tout à fait, quelque part, c'est tout à fait logique. Mais la responsabilité, elle est à qui ? Tout simplement, une fois de plus, à la classe, à nous. Et à l'éducation nationale, par exemple. À l'éducation nationale, aux médias, à la classe politique française, à tous ces gens-là qui, pendant 40 ans, ont fait la politique de l'autruche et ont laissé faire tout ce qui s'est passé. Et ont dénigré la grandeur de la France. On en revient à ce fait tragique de ce professeur décapité. Est-ce que vous pensez, je crois que vous connaissez bien le milieu universitaire des écoles et autres, est-ce que vous pensez que ça va faire changer le corps enseignant d'optique sur l'islam et sur l'immigration ? Ça va peut-être... Parce que là, ils ont été touchés directement. Oui, ça va peut-être leur ouvrir les yeux. Mais je crains que certains, par lâcheté ou par préservation de leur propre sécurité physique, soient encore plus prudents qu'ils ne pouvaient l'être actuellement sur tout ce qui concerne l'islam, en particulier dans les zones, on va dire, où il y a beaucoup d'élèves afro-musulmans. Et je crains aussi que, comme d'habitude, on puisse compter, que ce soit sur les syndicats, que ce soit sur la classe politique, que ce soit sur les médias, pour justement encadrer, on va dire, cette prise de conscience, de telle façon à ce qu'on n'aille pas trop loin et qu'on reste dans un cadre républicain d'intégration et de vivre ensemble. Alors que... ce sont les discours dans la réalité. Les professeurs commencent-ils à avoir quand même peur Bien sûr, des réactions ? Beaucoup de professeurs n'ont pas attendu. Vous savez, les professeurs, c'est un peu comme les policiers. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avec une prime, ils font leur début dans des zones, et dès qu'ils peuvent s'en aller, ils s'en vont dans des zones colonisées. Et après, dès qu'ils peuvent, ils s'en vont dans des zones, disons-le, un peu plus blanches, parce que ils fuient en fait cette immigration et ne restent plus comme professeurs dans ces zones afro-musulmanes, ne restent plus que des professeurs eux-mêmes afro-musulmans. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on retrouve maintenant, et même on les voit en tant que proviseurs, on voit en tant que... Mais est-ce qu'ils ont une autorité sur les élèves, ces professeurs afro-musulmans ? Toujours plus. Alors évidemment, pas une autorité, on va dire, ils n'ont pas l'autorité de l'imam, mais ils ont tout de même une autorité, disons qu'ils n'ont pas cette barrière ethnique qu'ils peuvent avoir directement. C'est plus facile pour eux. Avec ces élèves, puisque dès qu'il y a la barrière ethnique, c'est l'ennemi, c'est le représentant de l'État, c'est le blanc, et en particulier jeunes femmes blanches en banlieue, c'est très compliqué en tant que professeur. D'ailleurs, beaucoup arrêtent. Et en plus, sans vouloir faire dans le corporatisme, mais c'est vrai que sous-payer des jeunes professeurs en les mettant dans un collège ou dans un lycée professionnel, ou à problème en pleine zone dans le 93, parce que ce qui arrive malheureusement à des jeunes enseignants, ils arrêtent ou ils vont dans le privé, parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Petite question, pensez-vous qu'un professeur d'origine Afrique noire ait beaucoup d'autorité sur des élèves nord-africains, d'origine nord-africaine ?
Alors, il peut y avoir des conflits, parce que bon, on parle du soi-disant racisme des Blancs, des Gaulois, Il est entendu que seuls les Blancs sont racistes. Voilà, mais parfois il peut arriver le niveau de racisme en général des Maghrébins par rapport aux subsahariens est quelquefois très impressionnant, et qu'on peut voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui n'est pas censuré. Donc ça doit se retrouver dans les collèges français maintenant. Mais oui, ça peut se retrouver, mais je pense qu'il n'est pas, on va dire, aussi automatique que celui qu'il peut y avoir vis-à-vis des Français de souche. Je crois que c'est un réel problème, et dans ces endroits, dans ces zones, on se demande encore ce qui peut être enseigné, et cette baisse dramatique du niveau entraîne aussi un effondrement général ensuite de l'université française, ensuite des grands corps de métiers français. Donc effectivement, c'est un problème, mais c'est tout le problème de l'immigration, colonisation, qui est le problème central aujourd'hui de la France et de l'Europe. Alors nous, on l'a bien compris, Thomas Joly, donc le Parti de la France défend la France française par rapport à la France qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Alors, il nous reste peu de temps, et je voudrais quand même que vous nous parliez justement un petit peu, en quelques mots, des axes actuels de propagande du Parti de la France, parce que vous venez de publier une brochure, qui est très bien faite d'ailleurs, qui s'appelle « Les 9 idées-forces du Parti de la France ». Alors cette brochure, c'est pas un programme, ce sera un peu court, mais enfin en tout cas c'est des idées-forces, comme c'est indiqué, et comme il est indiqué. Et alors parlez-nous un petit peu de ça, Thomas, s'il vous plaît. Déjà, il suffit d'aller sur le site du Parti de la France pour le télécharger. C'est 24 pages. Vous donnez l'adresse du Parti de la France? Le-parti-de-la-france.fr. Alors c'est tout plus simple, c'est d'aller dans Google comme tout le monde. On met Parti de la France et on tombe directement sur le site. Ou sur mon blog, on tape Thomas Joly, on tombe très vite sur le site. Oui, voilà, on n'a pas voulu faire un programme, on va dire chiffré, avec des chiffres qui auraient été obsolètes 6 mois plus tard. Ce sont les grandes orientations de ce que nous estimons nécessaire pour revitaliser l'État, revitaliser la France, redresser la France et rétablir l'État national. Nous estimons que il y a des grands axes à tenir, à prendre, qui soient migratoires, enfin, dire identitaires, économiques, politiques, sociétaux, en particulier la défense de la vie, et également en finir avec des dogmes qui ont abouti à la situation dramatique actuelle. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ou prendre une mesure par-ci, une mesure par-là. Il est évident qu'il faut des axes, et on n'a rien inventé. Ce sont des axes qui ont été pris par la droite nationale depuis des décennies. Évidemment, c'est un peu adapté pas à l'ère du temps, disons. Au moment. Oui, au moment, mais malheureusement, avec l'aggravation de tous les maux qui touchent la France depuis des années, c'est un guide de conduite à tenir pour un parti de droite nationale que nous entendons incarner, mais nous sommes aussi ouverts à d'autres alliances, pourvu qu'elle aille dans le sens de la France française et de l'Europe européenne. Eh bien, écoutez, Thomas, je crois que vous avez un petit peu tout dit, en ce qui concerne en tout cas votre parti. Je vous rappelle aussi que le secrétaire général est Bruno Hiroux. Oui. Le délégué général Jean-François Qui a Touzé. d'ailleurs contribué avec quelques autres membres du Parti de la France à la rédaction de ce guide. Donc je leur remercie, et Bruno Hiroux et Jean-François Touzé alimentent régulièrement de réactions à l'actualité le site du Parti de la France. Jean-Claude Rollinat aussi. La page exactement, Jean-Claude Rollinat qui est l'un des amis de synthèse. Tout à fait, un collaborateur. Et qu'on recevra très prochainement. Très prochainement, bien sûr. Le truculent Jean-Claude Rollinat. Le truculent Jean-Claude Rollinat. Ouais, une petite question. Dernière question. Allez, la prévision politique. Si les élections régionales et cantonales on dit départementales maintenant, ont lieu, sont maintenues et ne sont pas annulées ou repoussées par le gouvernement, le Parti de la France sera présent, bien sûr.
nous allons essayer, mais le coût pour les grandes régions, donc je pense que voilà, il faudrait peut-être se rassembler pour proposer une véritable alternative de droite nationale, mais je crains que ces élections soient de nouveau, hélas, complètement faussées en fait par la situation sanitaire, puisque je pense qu'il va y avoir un prolongement jusque la moitié de l'année prochaine, puisqu'on parle de prévision. Donc je pense que ces élections vont encore une fois être faussées, comme l'ont été les élections municipales, et que malheureusement nous n'aurons pas de réaction populaire électorale lors de ces élections. Mais nous essaierons d'y participer là où nous le pourrons et là où nous estimons qu'il sera utile de le faire. Donc dans les situations actuelles, vous êtes plutôt pour les repousser ou les maintenir quand même ? Écoutez, je crois que en fait, pour l'instant, les Français sont dans un tel état de sidération qu'ils ne sont pas intéressés par ce type d'élection locale. Donc pourquoi ne pas les repousser? Mais ça va être dur de les jumeler avec l'élection présidentielle de 2022. Eh bien, Thomas Joly, merci pour toutes ces précisions sur le combat que vous menez, sur le combat que mène votre parti, donc le Parti de la France, et ceux qui veulent évidemment vous rejoindre ou vous écrire pour donner leur avis, eh bien, ils peuvent le faire en consultant le site du Parti de la France où tout est indiqué. Voilà, eh bien, bonne chance et bonne continuation dans votre combat national et identitaire. À très bientôt. J'en profite aussi, bien sûr, je tiens aussi, bien sûr, à remercier à la technique Raphaël et Albéric qui ont réalisé cette émission.